une femme qui prend le pouvoir de sa vie, qui vit selon ses règles et qui décide de faire ce qu'elle a envie de faire. Je ne crois pas être féministe au sens de revendication des femmes, de vouloir démontrer qu'elles ont été les esclaves des hommes. Chaque fois de plus en plus, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de honte et qu'il n'y avait pas de mal et qu'en fait être féministe, ça voulait juste dire vouloir l'égalité. Bonjour et bienvenue sur Radio ARH. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des différents stéréotypes de genre avec Kathleen, Samantha, Estelle, Zoé, Samuel et François. Comment allez-vous les gars? Ça va très bien, merci. Ça va super. Ça va aussi. Ça va et toi Léa? Je vais bien, merci. Dans cette émission, on découvrira tous ces stéréotypes dans plusieurs domaines, comme le monde du business, du cinéma, le sport ou encore dans les ménages. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous poser une petite question à tous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des inégalités hommes-femmes dans les métiers de la défense dans notre pays tels que la police et l'armée? Oui, parce que mon papa travaille à l'armée et il y avait vraiment très peu de femmes en même temps que lui. Je vois. Les autres? Oui, moi aussi au niveau de la police, on voit quand même sur les groupes d'intervention, il y a moins de femmes que d'hommes par exemple. Merci. Comme vous le savez, dans notre pays actuellement, il y a beaucoup d'inégalités hommes-femmes dans le monde du travail et j'en passe. Comme là, les métiers style police et armée sont fort sexualisés. Non seulement la différence de salaire est présente, mais en plus les hommes pensent que les femmes ne sont pas faites pour ce métier, car elles seraient inférieures par rapport aux hommes sur la force physique. Or, une femme motivée est certainement plus forte qu'un homme, car oui, la force mentale est probablement plus forte que la force physique. Pour continuer, j'ai une autre question. À votre avis, est-ce que les hommes sont plus nombreux que les femmes à la police? Mais à quel pourcentage approximatif? Il y aurait 2 femmes sur 10. J'aurais 8 hommes du coup. Pas mal. Et toi, Kathleen, t'en penses quoi? Moi, je dirais peut-être une femme sur 10. Dans la police belge locale, il y a deux tiers des femmes qui font partie du domaine administratif, car selon le stéréotype, la femme doit être derrière un clavier d'ordinateur et non au front de seulement 30% des policières. Donc sur tout notre pays, seulement 30% sur le terrain font partie de la moyenne dans 183 zones de notre police belge. On recense 11 femmes sur 172 hommes à chaque secteur. Sur 50 000 hommes, il y a environ 15 000 femmes, c'est-à-dire un tiers dans le fédéral et un quart dans le local. Dans notre armée belge, la différence est encore plus folle. Selon vous, sur 27 000 militaires, combien sont des femmes? 1 sur 10. Très perspicace, bravo. La différence est encore plus présente à l'armée qu'à la police. Sur l'ensemble du personnel de l'armée, on retrouve seulement moins d'une femme sur 10 hommes et seulement une femme sur 10 hommes dans le milieu administratif de l'armée. Je trouve ça fou de penser que les femmes sont inférieures aux hommes dans ce genre de métier si on ne retrouve pas beaucoup de femmes dans l'armée, parce que dans la psychologie sociale, on retrouve communément beaucoup de stéréotypes comme le fait que les femmes soient moins fortes que les hommes et moins compétentes, mais aussi qu'elles ne peuvent pas se dévouer à un métier dans l'armée ou à la police puisqu'elles sont forcément poussées à avoir une vie de famille et à occuper des enfants. Alors si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que être policière est le métier que j'aimerais exercer plus tard. Mon objectif est de pouvoir casser les codes du sexisme à la police et de prouver aux hommes et même aux femmes qu'on peut être capable de beaucoup que ce soit dans le domaine physique et mental. Avant de finir sur ça, qu'est-ce que vous en pensez des stéréotypes de genre à la police et à l'armée? Je pense que on est un peu tous d'accord avec toi qu'il faut les casser parce que j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur la force mentale. C'est très inspirant. Et c'est vrai. Merci à tous d'avoir été attentifs et d'avoir écouté en espérant que ces stéréotypes changent. Merci beaucoup Samantha pour ta super belle chronique. Elle était très enrichissante. Nous sommes avec Estelle qui va nous faire voyager dans le monde du business. Effectivement, Léa, vous connaissez tous le mot businessman. Un peu réducteur, n'est-ce pas? Dès qu'on parle d'affaires, les femmes sont exclues. Et comme vous le savez peut-être tous autour de cette table, j'aimerais devenir agent immobilier. Alors j'ai voulu en savoir plus sur le monde dans lequel j'allais être plongée. Et je me suis demandé, quelle est réellement la place de la femme dans l'immobilier? Alors je vous ai amené quelques petites statistiques pour vous montrer quelle est sa place, mais j'aimerais aussi vous parler de l'image de la femme dans ce métier. L'autre jour, on parlait avec Samantha de l'émission Chasseurs d'appart.
Et elle avait l'impression qu'il y avait bien plus de femmes que d'hommes dans ce programme. Je ne partageais pas vraiment la même impression, et c'est sûrement parce que j'ai toujours pensé que le métier d'agent immobilier était stéréotypé pour les hommes, étant donné qu'il s'agit d'affaires et donc d'argent. Vous savez, on n'est pas si loin de l'époque où les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte en banque. C'est pourquoi elles devaient faire confiance à leur mari et par conséquent en avoir un. D'ailleurs, avant les années 1972, la Haute École de commerce n'était ouverte qu'aux hommes. Alors j'ai lu des statistiques françaises de l'Ipsos, qui est en fait une entreprise de sondage spécialisée notamment dans l'étude du marché, dans la communication et bien d'autres. Je dois bien avouer que j'ai été surprise par le résultat. Seulement 22% des Français pensent encore que le métier d'agent immobilier est un métier d'homme. Mais selon eux, ce sont les femmes qui ont un profil plus avantageux pour exercer ce métier. Et ce sont celles à qui ils confieraient le plus facilement leurs biens. Pour vous, autour de la table, à votre avis, quels sont les atouts que les femmes ont dans le métier d'agent immobilier? Elles peuvent plus vite vendre des maisons et tout. Intéressant. Autre proposition? La prestance. J'adore ta réponse, Kathleen. Effectivement, les Français pensent qu'elles sont meilleures dans le domaine du relationnel et qu'elles prennent plus de temps pour comprendre les besoins de leurs clients. Mais aussi, les gens trouvent qu'elles ont de meilleures capacités à exploiter le potentiel des biens. Ça fait plaisir à entendre. Mais lorsqu'il s'agit d'argent, les taux se resserrent. Un Français sur deux préfère qu'une femme se charge de la négociation de leurs biens. N'y aurait-il pas une question d'image dans tout ça? Puisque quand on parle de belles présentations, c'est à la femme qu'on pense. Mais quand on parle d'argent, on préfère toujours qu'un homme s'en occupe. Ça me fait penser à la série Selling Sunset. C'est une série américaine où on peut suivre la vie des agents de l'agence Oppenheim Group, située à Hollywood. Excepté les deux patrons, les agents sont tous des femmes, toujours habillées de façon très élégante et avec des hauts talons, bien sûr. En plus, la valeur des biens qu'ils proposent n'est jamais en dessous du $1 million. Un peu cliché tout ça. Des femmes qui doivent toujours faire attention à leur apparence pour être en contact avec les clients. D'ailleurs, vous avez peut-être relevé un autre cliché. Les deux seuls hommes de l'agence sont les patrons. Après tout, pourquoi laisserait-il un poste à haute responsabilité à une femme? En parlant de l'image, revenons à l'émission de Stéphane Plaza. Saviez-vous qu'en 2017, le CSA a ouvert un dossier contre l'émission Chasseurs d'appart à cause de commentaires un peu trop déplacés de la part de la voix off par rapport aux candidates? Le CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a pour rôle de contrôler le respect des obligations des éditeurs de services comme les chaînes de télévision, par exemple. Au final, je pense que la femme a su se créer une place dans le monde de l'immobilier, mais sont-elles vraiment appréciées à leur juste valeur? On pourrait se demander s'il n'y a pas un peu d'hypocrisie pour les agences qui se sentiraient obligées d'engager des femmes. Pour les apparences, évidemment. Et vous, est-ce que vous pensez que la place de la femme dans l'immobilier a évolué? Et si oui, est-ce que vous pensez qu'il y a toujours des problèmes qui se posent par rapport aux stéréotypes? Alors, moi, je pense qu'il y a toujours des soucis, comme tu l'as évoqué. Et il faudrait peut-être aussi, dès le plus jeune âge, évoquer le métier dans l'immobilier, justement, aux filles aussi, pour peut-être qu'elles prennent de l'assurance et qu'elles, justement, aillent vers ces métiers-là. Ce qui ouvrirait encore plus de portes, notamment pour les femmes dans l'immobilier, je pense. Je suis d'accord. Écoute, quand on est petit, on parle toujours de devenir pompier ou... Quand on est petite, on veut devenir princesse, mais on devrait être plus ouvert d'esprit et parler de plus de métiers. Vous en pensez quoi, les autres? Moi, je pense que les gens se referment trop sur les stéréotypes, alors que si c'est la femme qui arrive à plus vendre leur bien, je vois pas pourquoi ils se stoppent autant par rapport aux finances. Et je trouve ça ridicule. C'est bien vrai. Merci Estelle de nous avoir fait voyager dans le monde du business. Nous sommes avec notre chroniqueuse Zoé. De quoi vas-tu nous parler, Zoé? Alors, pour cette chronique, j'ai décidé de parler du culte de la jeunesse dans le milieu du cinéma. Pour commencer, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez ce qu'est le culte de la jeunesse? Pas trop. Non, Absolument Zoé. pas. Non, pas du tout. Alors, en faisant des recherches, je suis tombée sur cette définition. Le culte de la jeunesse, ou plus souvent appelé le jeunisme, est un terme péjoratif qui désigne une attitude ou une volonté présumée de donner une place plus importante aux jeunes. J'ai donc décidé de faire des recherches sur le culte de la jeunesse et le cinéma. Vous vous demandez peut-être le rapport entre cette définition et le cinéma. C'est assez simple en fait. La plupart du temps, dans un film ou une série, les rôles féminins sont donnés à des personnes plus jeunes que leurs collègues masculins.
Pendant mes recherches sur ce sujet, j'ai trouvé une étude faite en 2018 qui montrait la tranche d'âge à laquelle les femmes et les hommes tournaient le plus. Selon cette étude, le summum de la carrière pour une femme dans l'industrie cinématographique, c'est de leurs 27 à 32 ans, alors que pour les hommes, cette période peut s'étaler jusqu'à leurs 46 ans. Par exemple, on peut penser à DiCaprio, qui est tout de même âgé de 47 ans, mais qui continue d'avoir des rôles importants dans beaucoup de films, comme récemment dans le film Don't Look Up, Danny Cosmic, sorti sur Netflix. A l'inverse, on peut parler de sa co-star de Titanic, Kate Winslet, qui, après ses 33 ans, continue d'être dans des films et des séries, mais bien moins égale à l'importance qu'elle avait dans sa jeunesse. C'est un problème puisque la plus grande majorité des rôles féminins vont être donnés à des femmes de 25 ans, alors que leurs personnages en ont peut-être 30, 40 ou encore 50 ans. Et à l'inverse, un homme de 50 ans, lui, jouera un homme qui, dans le film, a également 50 ans. En plus de ça, la différence d'âge entre les acteurs souvent est peu, voire pas du tout évoquée. Par exemple, dans un film avec une romance, si l'acteur a 20 ans de plus que l'actrice, ce ne sera pas mentionné et leur différence d'âge ne sera pas mise en avant. Alors que dans la vraie vie, un couple avec 20 ans d'écart, c'est un élément qui va souvent ressortir dans leur discussion, ce qui est logique. Une personne de 40 ans n'a sûrement pas les mêmes envies qu'une autre de 20. Donc pour illustrer tout ça, j'ai trouvé quelques films avec les différences d'âge des acteurs. Donc par exemple, on a Pretty Woman, qui raconte l'histoire de Edward Lewis et Viviane, une prostituée, avec qui il fait connaissance après s'être perdu en passant par des quartiers chauds pour retourner à son hôtel. Les deux acteurs, donc Julia Roberts et Richard Gere, ont 18 ans d'écart. Ou il y a aussi A Star is Born, qui raconte l'histoire de Ali et Jack. La première est une chanteuse prometteuse et le second est un chanteur de country un peu oublié. Jack va aider la jeune chanteuse à devenir une chanteuse adulée du public pendant qu'une relation amoureuse se dessine entre les deux. Lady Gaga, qui joue Ali, et Bradley Cooper ont 11 ans de différence. Ou encore Le Loup de Wall Street, où nous suivons la montée en flèche de Jordan Belfort, un jeune courtier. Après le crash boursier de 1929 à Wall Street, il décide de monter sa propre affaire de courtage avec des méthodes, disons, peu conventionnelles. Dans ce film, Leonardo DiCaprio, qui interprète Jordan Belfort, a une romance avec Margot Robbie, qui a 16 ans de différence. En réalité, cette problématique est aussi liée au culte de la beauté. Combien de fois on n'a pas entendu parler d'un acteur en disant qu'il est encore plus beau avec des traits plus vieillissants, comme par exemple George Clooney, alors que pour les femmes, je crois que ça peut se compter sur les doigts d'une main. Et c'est pareil dans la vie, un homme est toujours plus de charme avec quelques années en plus qu'une femme. D'ailleurs, ça se ressent puisqu'il existe je ne sais combien de crèmes anti-rides pour que les femmes restent le plus longtemps jeunes. À mon avis, le culte de la jeunesse dans l'industrie cinématographique reflète un problème dans notre vie en général. Mais heureusement, il commence à avoir un peu plus de femmes de différence d'âge dans les nouvelles productions. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de représentativité de femmes plus âgées, hors des films où l'âge du personnage n'est pas le sujet du film. Et c'est pareil pour les femmes handicapées ou homosexuelles, par exemple. Je pense qu'il faut clairement plus de représentativité pour que le plus de personnes possible soient concernées par les idées du film et la série. Et vous, que pensez-vous de ce problème dans l'industrie cinématographique ? Alors, c'est un problème. Parce que, on essaye toujours d'avancer dans la cause féministe et tu as même abordé les LGBT. Et en 2021, il faut vraiment évoluer. Donc, il faut remédier à ce problème, c'est clair. Ok, c'est cool. Quelqu'un d'autre ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Estelle. Merci Zoé pour ta chronique. Nous allons tout de suite écouter la chronique de Mélissa, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui pour cause du Covid. Alors, je vais aborder le sujet des tâches ménagères au sein d'une famille avec comme question de départ, les femmes font-elles plus que les hommes les tâches ménagères ? C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que dans ma famille, il y a vraiment beaucoup de débats sur ce sujet. Alors du coup, j'ai fait une petite recherche sur Internet pour avoir une idée en chiffres. Et les statistiques nous montrent que 8 femmes sur 10 font quotidiennement des tâches domestiques contre 3 hommes sur 10. On peut donc voir qu'il y a clairement une égalité au sein des foyers. Sur le site web l'association Laïcité Brabant Wallon, j'ai vu qu'en 1999, les hommes passaient en moyenne 1h55 par jour à s'occuper des tâches domestiques. Et à l'heure actuelle, la moyenne est de 1h50, ce qui voudrait dire que ça a diminué de 5 minutes. Et pour les femmes, le temps moyen serait de 3h15.
Pour ce qui concerne le temps que consacrent les hommes aux tâches ménagères, je ne trouve pas qu'il ait forcément diminué. Parce que dans le passé, on va dire dans les années 50, 60, au temps de mes grands-parents, certes, c'est la femme qui s'occupait toujours des tâches ménagères pendant que l'homme allait travailler. Mais aujourd'hui, la femme va aussi travailler. Et donc, elle a moins de temps pour s'occuper des tâches ménagères. Donc, on peut quand même constater une légère évolution pour ce qui concerne les hommes, car ils aident plus les femmes en rentrant du travail. Mais ce n'est pas suffisant vu que les femmes sont toujours majoritaires. Même si dans les statistiques de la vie réelle, on peut constater un léger changement, j'ai remarqué que ce n'était pas le cas dans les films et les dessins animés. Souvent, quand il y a une tâche ménagère à faire, comme par exemple la vaisselle ou même le repassage, on voit toujours une femme le faire. C'est vraiment très rare qu'on voit un homme faire ce genre de choses. Mais on peut quand même constater une évolution dans les Disney. Par exemple, Cendrillon qui date des années 50, on voit toujours Cendrillon faire les tâches ménagères. Tandis que, par exemple, La Reine des Neiges, qui date de 2010, on ne voit jamais Elsa faire une seule tâche ménagère. C'est comme si, à l'époque, ils voulaient faire passer un message à travers les films. Oui, les femmes, c'est fait pour ça. Ou même, les hommes ne peuvent pas faire ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me frustre. Car je ne vois pas pourquoi un homme ne pourrait pas faire de tâches ménagères. Et les gens, en voyant toujours des femmes faire ça, ils se disent, bah oui, c'est à elle à faire ça, hein. Ils vont trouver ça normal, vu qu'ils ne voient jamais un homme le faire. Ce sont que des stéréotypes de genre. Mais heureusement, les choses commencent à changer. Maintenant, les parents essayent de faire attention en disant à leurs enfants que ce n'est pas toujours maman à faire le ménage, le linge, la vaisselle, etc. Du coup, voilà, j'ai voulu partager mon avis avec vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup Mélissa pour ta chronique. Ici Estelle à l'antenne de Radio ARH et on vient d'écouter Et alors de Chaim. C'est au tour de Léa de parler des stéréotypes, mais cette fois à propos de la scolarité. Vas-y Léa, dis-nous tout. Je vous retrouve pour une chronique de qualité qui va parler des stéréotypes de genre au niveau de la scolarité, mais surtout au niveau des options que les élèves choisissent. Chers camarades de radio, j'ai une question pour vous. Voyez-vous une différence entre les filles et les garçons à l'école ? Oui. Sur le choix des options, oui, par exemple, il y a souvent plus de garçons qui vont en mécanique que de filles, quoi. Quelqu'un d'autre voit une autre différence ? Déjà, on est séparés, donc c'est pas pour rien. À la gym, pardon, j'ai oublié de dire qu'à la gym, on était séparés, du coup. Eh bien, moi, je vois une différence. Par exemple, dans ma classe en sciences sociales, on est 8 et il n'y a que 2 garçons. Si on regarde du côté des statistiques, à l'université et dans les autres écoles, les filles sont majoritaires dans tous les domaines du secteur des sciences humaines et sociales et celui de la santé. En 2016-2017, dans les autres écoles, dans le domaine des sciences politiques et sociales, 8 étudiants sur 10 sont des filles. Quand nous sommes petits, nous avons tous déjà entendu dire « c'est un garçon, il est fort en mathématiques, ce sera un grand ingénieur ». Mais avez-vous déjà entendu dire ça d'une fille forte en maths ? Personnellement, je n'ai jamais entendu de telles choses. Et c'est bien triste qu'on fasse des généralités dès notre plus jeune âge. Et même dans les séries, on ne verra pas souvent une fille forte en mathématiques. En début de mes secondaires, je me trouvais fort nulle en maths. Et mon prof aidait plus facilement les garçons en difficulté alors qu'on mérite tous notre chance en maths. Ensuite, nous avons les profs qui ne sont pas toujours égaux face aux élèves. Dans les matières scientifiques, les professeurs ont tendance à avoir plus d'interactions avec les garçons qu'avec les filles, ce qui continue à renforcer le stéréotype selon lequel les garçons seraient meilleurs en maths que les filles. Mais il n'y a pas que les profs qui font une différence entre les filles et les garçons. Rien que les manuels scolaires sont inondés de stéréotypes. Comme dans les livres, il est mis « il », car soi-disant le masculin l'emporte toujours. Mais aussi dans les manuels, montre que maman fait le ménage et papa c'est celui qui ramène les sous à la maison. Ça conforte donc le stéréotype. Par exemple, dans les livres d'histoire, on parle que des grands hommes, mais jamais des grandes femmes. Ça joue sur notre inconscient et que les femmes ne font que rester à la maison. Et vous, chers auditeurs, avez-vous des idées pour lutter contre les stéréotypes de genre à l'école ? Chers camarades de radio, j'aimerais bien un peu débattre avec vous. Comme première question, est-ce que vous avez déjà vécu des moments similaires dans votre scolarité à ce que je viens d'exposer ? C'est un peu cliché, mais ça existe dans notre école, les profs masculins qui envoient les filles au tableau. On ne citera pas de nom, mais... Très bon exemple. Et vous les garçons, avez-vous une idée ? Personnellement, je suis pas trop touché par ça, parce que j'ai pas l'impression de remarquer des favoritismes ou quoi.
Mais maintenant que tu le dis, il y a certaines fois où je trouve que c'est comme les filles amenées au tableau. Je trouve que des fois c'est flagrant et que ça fait un peu mal. Merci pour ton intervention. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous avez des idées pour lutter contre tous ces stéréotypes? Bah, du coup, il faudrait réécrire les manuels d'histoire. Mais bon, J'avoue, ce serait une très bonne idée. un peu compliqué. Moi, je sais vraiment pas du tout. J'ai vraiment aucune idée sur ça. Il faut sensibiliser la population. Et maintenant, laissons place à Samuel. De quoi veux-tu nous parler? Je parlerai du rôle de la femme à des époques différentes. Ouh, dis-nous tout, Samuel. D'accord. On le sait tous, pendant des siècles, la place de la femme a été à la cuisine. Pourtant, avec l'évolution que nous avons eue, avec les femmes prenant de plus en plus d'indépendance, de choix avec des libertés et des droits qu'elles défendent pour une égalisation entre genres, mais est-ce bien vrai? Est-ce que la femme, à part notre époque, a toujours eu ce rôle de boniche dans toutes les époques? Ou bien celle-ci avait plus de pouvoir que maintenant? Revenons quelques siècles en arrière, au 19e. Là où nous avons le plus de témoignages et historiquement, nous sommes le plus proches. Dans ce siècle-là, les femmes avaient une place inférieure à l'homme plus que flagrant. Celles-ci étaient considérées comme des hommes mineurs selon la loi. Elles avaient les mêmes droits que les hommes étant mineurs. Évidemment, elles étaient aussi inférieures dans le monde du travail. Si leur mari ne les autorisait pas, elles n'avaient pas le droit de travail et une place prédestinée au foyer. Il y avait même des guides de magazines pour femmes qui expliquaient comment être une épouse idéale dans les années 50. Il y avait des conseils en tout genre, mais évidemment sexistes et dégradants. Comme je cite d'après le magazine The Housekeeping Monthly, « Soyez intéressante et engageante. Pour lui, sa journée est pleine de travail ennuyeux. Donc l'un de vos devoirs est de le distraire. » C'est un parfait reflet de la situation des femmes il y a 60 ans et du carcan dans lequel on tenait de les enfermer. Les règles citées ici dépeignent du monde où la femme idéale est forcément une femme au foyer, qui passe sa journée à s'occuper des enfants, des tâches ménagères et des repas. Mais pourtant, cela n'a pas toujours été ainsi. Et à quelle époque? À l'Antiquité et précisément en Grèce antique, où les femmes, contrairement aux autres de cette époque, avaient une meilleure classe sociale. D'après Wikipédia, place de la femme en Grèce antique justement, la place des femmes en Grèce antique est conditionnée par le fait de la société de la Grèce antique est une société patriarcale. À l'époque archaïque, bien que soumise à l'autorité d'un tuteur, les femmes sont relativement libres de leurs mouvements et bénéficient d'une grande considération sociale. Ou aussi dans les régions grecques considérées comme barbares. Les Spartes, où les femmes des Spartes étaient célèbres dans la Grèce antique pour bénéficier de plus de liberté et de droits que d'aucun autre État grec. Contrairement à leurs homologues athéniens, les femmes spartiates pouvaient posséder et hériter un bien et en toute légalité et étaient généralement mieux éduquées. Mais ce n'était qu'une minorité, car généralement les femmes étaient considérées comme inférieures à l'homme, à travers les époques. Évidemment, je n'ai fait qu'entrevoir le sujet, car celui-ci est bien plus complexe et long à traiter. Et ça car les femmes ont toujours été, non pas martyrisées, mais sous-catégorisées alors qu'égales en presque tout poids à l'homme. Je tiens à le dire, le presque ici est l'action de pouvoir donner la vie que l'homme n'a pas. Enfin soit, j'ai essayé de vous montrer ici que la femme dans la plupart des époques a toujours été inférieure à l'homme malgré les quelques exceptions qui reviennent à ma question de départ. Les femmes ont-elles oui ou non été catégorisées comme inférieures à l'homme et malheureusement, oui. Mais un changement de masse opère. Celle-ci tente de s'affirmer et se montre bien plus qu'entreprenante à ce changement, en espérant que ça leur réussite. Sinon, que pensez-vous de la place de la femme au foyer? On a certainement bien évolué. Je pense qu'il y a de plus en plus de couples qui essayent de se répartir les tâches. Mais je pense que au fond de nous, il y aura toujours des stéréotypes parce que, par exemple, chez moi, même si mes parents ils se répartissent les tâches, c'est quand même ma maman qui cuisine parce que ma maman, elle veut pas laisser mon père cuisiner. Du coup, il y a certainement une évolution, mais je pense qu'il y a certains trucs qui partiront, j'ai envie de dire jamais, mais j'espère que ça partira. Ben, moi, je pense que ça a bien évolué. Par exemple, chez moi, c'est mon papa qui cuisine. Parce que justement, il veut pas que ma mère touche au plat. Et il y a une répartition des tâches, mais je pense qu'il faudra encore beaucoup de temps et beaucoup de travail et beaucoup de combats pour qu'il y ait une certaine égalité qui commence vraiment à se répandre. Et il faut vraiment inciter les plus jeunes à prendre conscience qu'il y a quand même des différences qui sont flagrantes. Justement, tu as répondu à ma deuxième question qui est, pensez-vous que celle-ci se transformera encore?
Et je pense que on sera toujours en constante évolution, peu importe que l'évolution soit de petite taille ou pas, mais on évoluera toujours. Après, on sera plus là pour le voir, mais j'ai foi et je me dis que ça évoluera. Moi, je pense que ça évoluera, mais maintenant, il faut partir du principe que ça dépend de la culture. Par exemple, dans la culture italienne, la femme est très méprisée et dès le plus jeune âge, on lui apprend à cuisiner, etc. Et je pense que les hommes italiens, d'eux-mêmes, préfèrent voir la femme à la cuisine que eux, quoi. Merci beaucoup pour votre interaction. Et merci à toi, Samuel, pour ta chronique. J'ai bien aimé ce petit débat, j'avoue, surtout Kathleen et les Italiens. Et avant de continuer, j'aimerais faire une petite précision. J'aimerais m'excuser pour la remarque de Kathleen, mais elle n'a pas voulu blesser qui que ce soit. Elle est elle-même italienne, elle ne fait que parler de son expérience personnelle, donc il ne faut pas se sentir vexé. J'accueille maintenant François qui aimerait toucher un mot sur les footballeuses et leur salaire. Et oui, rien n'est tabou sur notre radio. Merci Estelle. Alors comme vous le savez, malheureusement, dans la société actuelle, il circule encore un grand nombre de stéréotypes, et encore plus dans le sport, le football notamment. Qui n'a jamais entendu « Le foot, c'est un sport de mec. Une fille, ça joue à la poupée, pas au foot. Le foot, trop violent pour les filles. » Ce sont les nombreux stéréotypes qui sont véhiculés dans la société actuelle. Bien que celle-ci ait évolué au fil des années, de nombreux clichés persistent. Les mentalités de nos grands-parents assignaient des rôles définis et indiscutables aux femmes, que ce soit d'un point de vue professionnel, social ou familial. Même si la manière de penser a évolué, certaines idées persistent encore. Je vais donc vous parler des différences qui restent dans le football. Tout d'abord, j'aimerais vous demander si vous pensez que la différence de salaire liée au sexe est importante dans ce domaine, et estimez-vous que cette différence soit justifiée ? Je pense qu'elle est importante et pas justifiée, mais ça dépend. Il faut comparer ce qui est comparable. D'accord, merci. Et connaissez-vous Alexia Putellas ? Non. Alors, je poursuivrai en comparant les salaires perçus par le dernier Ballon d'Or masculin Lionel Messi et la dernière gagnante du Ballon d'Or féminin Alexia Putellas. Car oui, c'est la dernière gagnante de ce fameux titre si prestigieux. La joueuse du FC Barcelone gagne 150 000 € par an. Vous me direz que c'est déjà une belle somme, mais comparé au septuple Ballon d'Or, ce n'est rien. En effet, l'Argentin gagne près de 30 millions par saison, ce qui fait plus de 2,9 millions d'euros par mois. Vous me répliquerez que la différence est totalement aberrante, mais en réalité, tout ceci prend un sens quand on regarde ça de plus près. Il faut savoir que lors de son arrivée, l'Argentin a fait vendre 300 000 maillots à son nom pour la boutique officielle du Paris Saint-Germain. Étant donné que le maillot floqué Messi coûte 105 €, le calcul est assez simple. Rien que pour la vente de maillots, Messi a rapporté plus de 31 millions d'euros, ce qui équivaut entièrement à son salaire. En outre, Lionel Messi n'est pas juste là pour vendre des maillots. Il est également une star internationale pour laquelle de nombreux supporters se déplaceront dans le stade du Paris Saint-Germain, ce qui fera également gagner de l'argent au président. On ne peut donc nier que Messi est un produit marketing qui, grâce à son image, permet de combler son salaire. À présent, revenons à l'essentiel, les performances sportives sur le terrain. Le génie argentin va propulser le Paris Saint-Germain à son sommet grâce à son talent hors du commun, ce qui démontre que le salaire que Messi touche au PSG n'est finalement qu'une infime contribution pas comparée aux bénéfices générés par ce joueur. À présent, parlons du football féminin qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Cela est une très bonne chose. Cependant, les chaînes médiatiques ne s'empressent pas de diffuser un match de football féminin, ce qui par conséquent leur apporte moins de visibilité et donc un salaire moins important. En effet, le football féminin reste moins attractif et moins fédérateur que le football masculin. J'ai également un avis sur le sujet. Je trouve tout à fait cohérent que les joueurs gagnent plus. Quand la discipline atteint un niveau professionnel, le football masculin et féminin ne sont plus similaires. Je m'explique. Premièrement, les équipes mixtes sont interdites pour de bonnes raisons. Biologiquement, les hommes sont génétiquement plus puissants que les femmes. C'est pourquoi, afin de rester équitable, il est préférable que les deux genres ne soient donc pas mélangés. Serait-il juste de confronter une équipe de personnes âgées de 19 ans à une équipe âgée de 15 ans ? Deuxièmement, le niveau masculin est fortement supérieur au niveau féminin, car un match parmi tant d'autres fait référence. Les septuples vainqueurs de la Ligue des champions féminines ont perdu lors d'un match amical contre les personnes âgées de 16 ans de l'Olympique lyonnais 3-2.
Ce résultat remet donc en question les demandes d'équité salariale des joueuses professionnelles. Je conclurai en disant que je suis content et satisfait de voir que des joueuses puissent vivre de manière aisée grâce à la pratique de ce sport. Cela nous prouve aussi que, fort heureusement, les mentalités ont évolué. Cependant, je pense qu'une intégration du football féminin dans les esprits des plus petits serait une bonne chose pour donner de l'importance à ce sport. Et je finirai par vous demander si vous comprenez peut-être mieux la différence qu'il y a au niveau salarial entre les joueuses et les joueurs de foot. Personnellement, je comprends mieux, mais en fait, c'est... Je ne sais pas vraiment comment m'expliquer, mais un footballeur et une footballeuse qui ont les mêmes capacités devraient avoir le même salaire, peu importe leur différence d'âge, mais s'ils ont les mêmes capacités et qui font les mêmes prouesses, je ne comprends pas pourquoi ils n'auraient pas le même salaire. Mais je pense que tu veux souligner, c'est juste que les footballeurs gagnent forcément plus d'argent, mais c'est dû aux médias et tout, au marketing qu'on fait dessus, et il y a forcément moins de marketing sur les footballeuses. Du coup, elles gagnent forcément moins d'argent, donc c'est comme ça qu'on peut le justifier. Mais au niveau salaire vraiment réel, comme travail, en tant que travail, ça devrait être égal si c'est les mêmes compétences, parce que forcément un salaire dans le monde du football ne se calcule pas comme un salaire comme tous les autres travails, on va dire plus banal. D'accord. Personne d'autre ? Eh bien, merci François pour cette chronique. Je sais que tu voulais un peu inviter à un débat. J'espère que tu es satisfait. Pour la dernière chronique de l'émission, nous allons écouter Kathleen. Quel est ton thème ? Eh bien, moi, j'ai décidé de parler d'un thème qui me tient à cœur, donc le harcèlement de rue, un sujet qui touche beaucoup d'entre nous et dont les faits sont réguliers. Ce sujet me tient à cœur car en tant que femme, j'ai déjà été touchée par cela et aujourd'hui, j'avais envie d'en discuter avec vous. Avez-vous déjà été victime de harcèlement de rue ? Bah oui. Oui, je pense que toutes les filles autour de cette table. Oui, c'est vrai. Eh bien, sachez qu'en Belgique, 9 femmes sur 10 sont victimes chaque jour de harcèlement de rue. Et en parlant de ça, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai trouvé un article de la RTBF qui disait qu'en 2019, une étude avait été menée. Donc, 700 personnes âgées entre 15 et 24 ans ont été interrogées. Et d'après les premiers constats dressés, on a vu que le harcèlement concerne principalement les filles. Et sur 9 filles sur 10 interrogées ont affirmé avoir déjà subi du harcèlement de rue contre 3 sur 10 des garçons. Et personnellement, je voulais dire que je suis tout à fait d'accord avec ces statistiques. Je pense que ces constatations obtenues sont vraies. Pour moi, il y a plus de femmes qui sont touchées par le harcèlement que d'hommes. On voit plus souvent un homme se permettre d'harceler une femme que l'inverse. Peut-être parce que l'homme pense que la femme est inférieure à lui. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des hommes, mais moins que les femmes. Et là, on en vient à se poser la question de qu'est-ce que c'est que le harcèlement ? Eh bien, ce sont les comportements adressés aux personnes dans les espaces publics et semi-publics, visant à les interpeller verbalement ou non, les envoyant des messages intimidants, insistants, irrespectueux, humiliants, etc. Et j'aimerais accentuer sur un détail qui revient souvent et qui m'ennuie vraiment. J'ai déjà entendu des hommes dire qu'une fille qui se faisait harceler, c'est entièrement de sa faute, à cause notamment du fait qu'elle s'habille court ou jugée provoquant. Pour moi, je pense que c'est entièrement faux, parce que pour moi, une femme a entièrement le droit de sortir dans la rue habillée comme elle le souhaite, sans avoir peur ou se sentir mal à l'aise. Et si un homme sort dans la rue avec un cinglet ou torse nu, on va moins prêter attention qu'une femme qui sort avec une jupe courte ou des vêtements moulants. Et je vous avoue que j'ai moi-même déjà été victime de cela, mais je ne dirais pas que je me suis sentie harcelée, mais plutôt non respectée. Un jour, j'étais sortie faire des courses habillée avec une robe moulante en dentelle et un homme n'arrêtait pas de me fixer, mais d'un regard très insistant. Cet homme a voulu me faire passer avant lui à la caisse. J'ai catégoriquement refusé et lorsque je suis sortie, cet homme marchait, il s'est arrêté et il a commencé à me fixer.
Je vous avoue qu'à ce moment-là, j'ai préféré changer de chemin parce que j'ai eu vraiment tellement peur. Et peut-être que je me suis fait des films, mais j'en viens à me dire que ce n'est pas normal qu'une fille puisse penser qu'un homme pourrait lui faire du mal parce qu'elle est habillée autrement qu'avec un pantalon. Et oui, j'ai remarqué que lorsque je portais un pantalon, les hommes sont moins insistants que lorsque je porte une robe. Et je voudrais pouvoir sortir sans avoir le moindre doute ou l'insécurité comme je l'ai chaque jour. Et maintenant, je vais vous raconter une autre expérience de harcèlement dont cette fois-ci, je n'ai pas été actrice mais témoin. C'était il y a quelques années dans un bus. J'ai été témoin d'une altercation entre un homme et une femme. Et l'homme s'est permis de gifler la femme. Sur le moment, personne n'a réagi. Les gens regardaient, mais personne n'a agi, même pas moi-même. Et j'ai été prise par la peur à ce moment-là et je me suis dit que si j'agissais, peut-être que moi aussi j'aurais reçu un coup. J'ai pensé que, puisque j'étais une fille, je n'aurais pas pu me défendre. Mais il est vrai que d'un côté, j'ai toujours regretté de n'avoir rien fait. Parce que je me suis dit que si moi demain je suis à la place de cette femme, ben, j'aimerais qu'on m'aide et qu'on me défende. Et je pense vraiment que pour ralentir et stopper le harcèlement de rue, il faut absolument que la population agisse. Malheureusement, beaucoup ont tendance à ne pas agir et je me mets également dedans. Cela aura toujours tendance à se reproduire tant que beaucoup continueront à ne pas agir. Et après tout cela, j'aimerais vous poser une question. Pour vous, à quel moment ça devient du harcèlement de rue et comment le définiriez-vous ? Quand j'ai dit tantôt que je pensais avoir été victime, j'avais un exemple en tête, mais je pense que c'est pas très concret. Bah, ça m'est déjà arrivé de me faire klaxonner avec mon ami, mais je pense que c'est pas vraiment. Pour cette situation, le mot harcèlement est fort, mais harcèlement, ce serait plus vraiment insistant, plus avec des mots vraiment plus irrespectueux que le klaxon, par exemple. Je sais pas ce que vous en pensez. Ben, pour moi, le harcèlement, c'est, comme dit Estelle, c'est pas vraiment dans la situation qu'elle a évoquée. C'est pas vraiment ça, parce que pour moi, le harcèlement, c'est plus quelque chose de répétitif. Et je pense que ça doit être très compliqué, mais il faudrait peut-être trouver un autre mot pour justement dénoncer justement ce que les filles peuvent vivre au quotidien, parce que ça doit pas forcément être facile. Mais je pense que le terme harcèlement n'est pas forcément le plus juste pour ces situations-là. Merci beaucoup, Kat, pour cette chronique plutôt touchante, je l'avoue, j'ai été un peu émue. Et maintenant, on va faire un petit débat pour terminer l'émission et Léa va nous présenter le sujet. Quel est le plus gros stéréotype que vous avez déjà entendu et à votre avis, comment on pourrait le déconstruire ? Femme au volant, mort au tournant. Un stéréotype très très connu et fort, toujours maintenant d'actualité, mais ce n'est pas forcément vrai. C'est juste que l'homme est considéré comme meilleur conducteur que la femme. Et je ne comprends pas vraiment pourquoi. Il y a des exemples très concrets. Enfin, je vais d'abord parler de mes parents, mais par exemple, mon père, il roule super vite, genre dans les chemins de remembrement, il est dans les 100 ou je sais pas quoi. Et mon père roule super vite comparé à ma maman, qui roule, je dirais, à peu près normalement. Et pour parler d'un film que je n'ai jamais vu, mais Fast and Furious, ce sont des mecs qui conduisent. Et je pense qu'ils ne conduisent pas de façon très prudente. Donc, je ne comprends pas pourquoi on a commencé à parler de la femme qui roulerait soi-disant mal. Tu vois ici, dans cet exemple, par exemple, ma mère, c'est une force, brute. Elle est vulgaire au volant, elle est dure, elle roule très vite et elle a une conduite très sec, on va dire ça comme ça. Donc, on peut anticiper on l'a déjà sorti plusieurs fois, ma mère apprend à conduire connasse. C'est assez... Mais c'est une très bonne conductrice à part ça, mais c'est souvent ces stéréotypes-là qui est ressorti. Mais le truc des grosses voitures avec des hommes qui vont très vite, Fast and Furious, tout ce machin-là, c'est pas trop mon fort, moi. Je pense dans n'importe quelle situation, ça dépend de la personne. Alors, je vois pas pourquoi on devrait stigmatiser un genre ou un autre.
Moi, je suis d'accord avec Estelle, surtout que si, même si elle est vulgaire, mon père aussi, il est vulgaire. Tu passes devant lui en gâchant sa priorité, et il te style de tous les noms, c'est fini. Donc, au final, ça a vraiment rien à voir. Donc, je suis pas du tout d'accord avec ce genre de stéréotype. Un autre stéréotype, peut-être? Moi, on m'a souvent dit l'homme propose, la femme dispose. Vous en pensez quoi par rapport à cette phrase? Enfin, ce stéréotype plutôt. Alors, moi, je pense que ça n'a pas vraiment... Ça peut rien à voir par rapport entre l'homme et la femme. Je pense que ça dépend aussi de chaque relation. Et dans chacune des relations, il y a des personnes différentes qui donc pensent différemment. Et je pense que c'est pas forcément l'homme qui sera supérieur à la femme. Parfois, il y a des couples où la femme est supérieure et pas forcément au niveau de la manipulation, mais ils proposent peut-être plus de choses et je pense que ça dépend vraiment du caractère de chacun. Et il n'y a pas vraiment l'homme qui propose et la femme qui va suivre. Ça peut aussi être l'inverse. Je pense que ça dépend vraiment du caractère de chacun. Moi, je suis d'accord avec François, c'est des limites à mettre en couple. Comme par exemple, si la femme elle décide de ne pas faire à manger, ben, l'homme pourrait le faire, c'est pas forcément que à la femme de le faire. Par exemple, chez moi, c'est mon papa qui fait à manger parce qu'ils se sont mis d'accord avec ça. Et voilà. Je pense que c'est vraiment des conventions qui commencent à disparaître peu à peu. Mais chaque couple, vu qu'on parle de ça, a ses propres règles et qu'il y a toujours des compromis qui se font. Comme moi aussi, par exemple, c'est mon papa qui fait à manger et ma maman qui repasse. Et puis, pour nettoyer, ils se partagent les tâches, etc. Et je pense que chaque règle est propre à chaque couple et que ça varie en fonction de toutes les différentes personnes. On pourrait aussi parler de l'indépendance de la femme parce qu'on a, depuis pas très longtemps, on a toujours pensé que la femme devait être accompagnée d'un homme et peut-être que c'est toujours ancré dans notre société. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, personnellement, je trouve que la femme a beaucoup évolué ces 50 dernières années où son indépendance est bien plus forte qu'avant, avec le droit de vote, le droit de travail qui leur était interdit et qui vraiment en 50 ans a expulsé d'un coup, qui a été fort. Enfin, je pense mais pardon, je voulais pas te couper. Non, j'allais dire, je trouve que ça a bien évolué, mais vas-y, tu peux continuer. Je pense même que parfois, la femme a tendance à être un peu plus indépendante que l'homme, mais ce n'est que mon avis personnel. Je ne veux pas créer de polémique non plus, avec deux garçons dans le studio. Je trouve que maintenant, la femme, elle fait tout pour être indépendante. Quand on est jeune, plus on grandit, plus on se dit, moi, je préfère habiter seule que directement me lancer avec un garçon parce qu'on sera directement sous l'emprise. Enfin, pas sous l'emprise, mais on aura directement une différence de salaire, même si on s'en rend pas vraiment compte. Et donc, du coup, il va toujours croire que c'est lui qui a raison, qui a plus d'argent que nous. Je sais pas si vous avez compris. Oui. Ouais. Du coup, ça démontre un peu que on n'est pas tout à fait égaux, vu que tu as parlé de l'emprise et c'était pas fait exprès. C'est un genre de lapsus révélateur. Ça veut dire qu'on est toujours un peu sous l'emprise des hommes, parce que notre société, voilà. Même si on y lutte. J'aimerais qu'on fasse un petit tour de table pour savoir ce que vous en avez pensé. Je t'en prie, Zoé. Alors, moi, je l'ai trouvé, franchement, les sujets étaient toujours méga intéressants et que ce que racontaient les gens, vraiment, c'était méga pertinent et j'ai bien kiffé. Voilà. Moi, je trouve que c'était super enrichissant et en plus de ça, on se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière quand ce sont des vrais animateurs radio qui animent. Moi, j'ai trouvé ça super cool aussi à faire et à réaliser. Et l'air de rien, on en apprend un peu plus sur chacun aussi par les sujets qui ont été développés. Et comme dit Léa, on se rend pas compte vraiment tout le travail qu'il y a derrière, mais c'est vraiment quelque chose de conséquent qu'ils doivent répéter au quotidien, donc chapeau pour ça. Je suis d'accord avec vous, écoutez, j'ai trouvé ça fort amusant. Et du coup, ça m'a fait écrire... j'ai dû écrire une chronique
sur un sujet que j'aimais bien et ça c'était vraiment cool parce que j'ai pu en apprendre sur le sujet et voilà. Alors moi déjà j'ai adoré jouer au platine, c'était vraiment bien. Malgré que le sujet me parlait pas énormément, j'ai vraiment aimé et pourquoi pas recommencer une fois. Moi, j'ai trouvé que c'était une très belle expérience personnelle. Un peu stressante, mais ça allait. Et en plus, on a pu choisir chacun nos thèmes, donc je trouvais que c'était chouette. Enfin, on a pu voir aussi ce que chacun pensait et c'était cool, quoi. Alors merci à nos auditeurs d'avoir écouté cette première émission sur les stéréotypes de genre et merci à nos chroniqueurs et présentatrices. J'aimerais aussi faire un big up à Samantha et Samuel qui se sont occupés de la technique. Alors si vous voulez, vous pouvez nous contacter via notre adresse mail arh.radio@gmail.com si vous avez quelque chose à nous partager ou si vous voulez venir témoigner dans notre émission. Vous étiez sur Radio ARH, la radio pour il, elle et yel. Bye bye. Une femme féministe, c'est une femme qui prend le pouvoir de sa vie, qui vit selon ses règles et qui décide de faire ce qu'elle a envie de faire. Je ne crois pas être féministe au sens de revendication des femmes, de vouloir démontrer qu'elles ont été les esclaves des hommes. De plus en plus, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de honte et qu'il n'y avait pas de mal, et qu'en fait, être féministe, ça voulait juste dire vouloir l'égalité.